Véronique Prince, Michel David, Chantal Hébert, bonsoir. 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 On va commencer ce panel avec cette question d'un ordre professionnel. Est-ce qu'on devrait, comme l'Ontario l'a fait, créer un ordre professionnel pour les enseignantes, pour les enseignants? Je vous fais entendre M. Drainville qui dit « c'est pas une bonne idée actuellement, là. Enlevons ça de la table ». Et M. Legault qui a déjà promis ça, je vous fais un extrait de 2012, c'était dans leur plateforme électorale. Ce ne l'était plus après, là, pour être honnête, il faut le dire, en 2014, mais quand même, c'est dans le programme. On écoute. Je ne trouve pas que c'est une bonne idée de me lancer dans un processus pour créer un ordre qui va exercer des pouvoirs qui existent déjà. Et par ailleurs, vous savez que cet enjeu-là, il ne fait pas consensus. Chez les enseignants, les enseignantes, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et donc, je n'ai pas les moyens présentement de me lancer dans la création d'un ordre professionnel qui va prendre minimalement 18 mois, peut-être 2 ans. Pourquoi on tient à avoir un ordre professionnel? Parce que tous les professionnels, que ce soit des ingénieurs, des avocats, même des infirmières, des comptables agréés, ils ont tous un ordre professionnel qui vient s'assurer justement qu'il y a un suivi qui soit fait, de la formation continue, de la mise à jour donc des connaissances des professionnels. Véronique Prince, donc, c'était jadis. Et aujourd'hui, le sous-texte un peu du ministre, corrigez-moi si je me trompe, c'est un peu de dire il y a assez de fer au feu là, avec les syndicats, puis on veut de la souplesse ici et là. On ne va pas en plus rajouter cette question d'un ordre professionnel, Véronique. C'est ça. Moi, ce que je retiens, c'est la dernière phrase de Samuel Presse quand il dit « J'ai pas les moyens de me lancer dans un processus qui fait pas consensus puis qui pourrait me prendre 2 ans. » Parce qu'en fait, c'est ça la réalité de Bernard Drainville, c'est qu'en ce moment, il doit éteindre des feux. Puis il y a probablement une question qui est encore plus fondamentale que de se demander est-ce qu'on a besoin d'un ordre ou non. La question plus fondamentale, c'est qu'est-ce qui est à la base de ça, en fait? C'est quoi le problème? Pourquoi on a des enseignants qui sont à bout de souffle en ce moment? Est-ce que c'est un problème, encore une fois, de pénurie de main-d'œuvre, d'ampleur de la tâche, de conditions de travail? Est-ce qu'il y a trop d'élèves dans les classes, trop d'élèves problématiques? Il y a toutes sortes de questions en ce moment qui sont à se poser. Et Bernard Drainville, son argument, c'est de dire on a créé, en fait, on n'a pas créé parce que ça existait déjà, mais il faisait pas grand-chose, vous allez me dire, mais le protecteur de l'élève, ses pouvoirs ont été renforcés et ces pouvoirs renforcés-là, on va en voir la preuve à la prochaine rentrée scolaire. Alors lui, c'est comme s'il disait, donnez donc la chance aux coureurs avant de me réclamer un ordre professionnel. Oui, puis OK. Michel. Oui, bien, une bonne idée au mauvais moment, c'est une mauvaise idée en politique. Et je pense que M. Drainville, sur le fond, serait plutôt en faveur, comme M. Legault l'était et comme les libéraux de Jean Charest l'étaient. En 2004, je pense, Pierre Reid, qui était ministre de l'Éducation à l'époque, avait promis un avant-projet de loi là-dessus et comme tous ceux qui l'ont suivi, il a abandonné l'idée. Devant la mobilisation, écoutez, il y avait des sondages, je pense que c'était 98 des enseignants qui étaient contre. Alors, ça part mal une négociation. Alors, d'une part, c'est vrai, actuellement, on est en train de négocier, mais aussi, on est en pénurie. Et lors de mauvaise presse auprès des enseignants et présumément auprès des apprentis enseignants, si je peux dire, des étudiants, alors, c'est déjà difficile d'en attirer. Si, en plus, on agite ce qui est perçu comme un chiffon rouge par les enseignants, bien, ça va être encore plus difficile. Alors, l'idée, sur le fond, moi, je pense qu'elle est excellente, mais actuellement, c'est pas le moment. Voilà. Chantal. 2 choses. D'abord, oui, c'est vrai, il y a des situations de stress dans les écoles qui sont réelles, mais il ne faudrait pas que ça devienne... cet épisode et ceux qu'on voit cette semaine, une espèce d'excuse pour dire c'est parce que l'emploi est trop stressant et donc il faut se pencher sur des conditions de travail. C'est intéressant, mais il y a un autre angle et la question se relie à votre ordre professionnel, c'est-à-dire, même s'il y avait eu un ordre professionnel en place comme en Ontario, est-ce que ça aurait réglé le problème de l'omerta, pas celle des enfants, mais l'omerta qui a sévi dans cette école-là où on devait avoir entendu ce qui se passait et où, néanmoins, il n'y a pas d'adultes qui se sont portés à la défense des enfants. Et d'ailleurs, ça c'est encore plus avant, mais je ne vous la ferai pas entendre, mais en 2011, M. Legault, avant de créer le parti, avait dit il faut redonner
du pouvoir aux écoles, aux établissements, qu'il y a un vrai patron. D'ailleurs, ça rappelle un peu le discours sur le CHSLD, que les directrices d'école, directeurs d'école aient les coups des franches pour régler, pour éviter ce genre d'omerta-là. Très bien. Mais ça ne se fera pas de toute façon. Je reviens sur le troisième lien. Là, M. Legault, ce matin, vous allez l'entendre. Je vous fais entendre d'abord hier, il faut reculer à hier pour bien comprendre, à l'étude des crédits. M. Legault se fait talonner. Donnez-nous les chiffres, c'est caviardé de votre nouveau projet, le troisième lien, mais avec transport en commun uniquement. Donnez-nous les chiffres, pourquoi pas. On écoute ça et la réponse de M. Legault ce matin. Dans la version longue, il y a une estimation des coûts de chaque scénario, mais les coûts sont caviardés. Dans la version courte que le premier ministre a consultée, est-ce que les coûts étaient caviardés? Non. Non. Donc, le premier ministre connaît, contrairement à moi, les chiffres qui sont censés être ici. Non. Il vient de me dire qu'ils n'étaient pas caviardés, les chiffres, le premier ministre. Non, mais je les ai pas vus. Ça, c'était dans la version longue que je n'ai pas vue. Dans la version courte, non, il n'y avait pas d'estimation de coûts. Non. Probablement qu'on parle d'un tunnel avec des autobus. Comme je vous ai dit, nous, actuellement, on n'exclut pas que ça soit un métro, que ça soit un tramway, que ça soit un REM, comme à Montréal. Donc, il faut évidemment regarder quelle sorte de transport collectif il y aura dans le tunnel avant d'être capable de vous donner un estimé. Vous n'avez pas demandé le chiffre qui est inscrit dans l'étude. Non, parce que c'est un estimé qui est sommaire. Et ce que je veux, c'est de voir quelle forme va prendre le transport collectif, puis quel va être le tracé. À la question, là, pour bien comprendre, le journaliste lui demande, donc vous-même, vous dites, vous ne les savez pas vous-même? Il dit, non, moi, je ne suis pas rendu là. Chantal. Bon, alors, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'a pas modifié le projet de troisième lien la semaine dernière, puis on est retourné à la case départ. Et la case départ, le B à bas, là, je ne sais pas, dit le premier ministre, peut-être qu'il ne voulait pas le savoir parce que c'était pas important, parce que franchement, on cherchait une position de repli, mais on n'en a rien à dire parce qu'elle est, pour l'instant, elle tient sur une feuille de papier ou une serviette de table, une table où on aurait élaboré une stratégie de recul sur le troisième lien automobile. Michel David, et il n'a pas fini de se faire poser des questions sur ça. Avant de le promettre, avez-vous des chiffres? Oui, mais vous n'avez pas de chiffres, comment pouvez-vous le promettre, etc. Bien, exactement. On ne peut pas dire que M. Legault n'apprend pas de ses erreurs. Il les répète à la perfection. Et c'est exactement ce qui est arrivé la première fois. Il s'est lancé dans un projet, il l'a promis je ne sais pas combien de fois, sans avoir la moindre idée du coût, de l'ensemble des implications. Et il nous refait le même coup. Je trouve ça assez hallucinant, là. Et connaissant M. Legault, là, c'est un comptable, c'est un freak de chiffres, là, presque autant que Christian Dubé. Je ne peux pas imaginer qu'il commence à évoquer des hypothèses comme celle-là sans même... peut-être pas en parler, mais même pas les avoir vus lui-même demander à les voir. Ça, honnêtement, j'avale pas ça. Véronique, pourquoi au gouvernement, on ne dit pas on aimerait que le troisième lien soit éventuellement un lien de transport en commun, mais on va faire nos devoirs, puis on vous reviendra avec une proposition ou pas. Comme dit Michel, c'est comme si on n'apprenait pas, qu'on promet avant d'avoir des détails, là. Oui, puis c'est dur à croire parce que le cabinet du premier ministre est généralement tellement impliqué dans les gros projets qui lui tiennent à cœur, c'est difficile de s'imaginer qu'il n'y a pas au moins un ordre de grandeur qu'il peut nous donner, là. D'autant plus que le coût, justement, quand Michel dit qu'il doit apprendre de ses erreurs, là, dans le projet autoroutier, ce qui l'a fait l'abandonner, c'est pas juste le problème d'achalandage sur les ponts là, qui a diminué, là. C'est aussi le coût qui était trop élevé. Alors, il s'était engagé une première fois avec un coût trop élevé et il a dû reculer en grande partie pour la raison du coût. Alors là, il s'engage de nouveau dans un autre projet sans avoir les coûts. Alors, ça sème le doute sur la fermeté de cet engagement-là. C'est pour ça je vais dire, comme mes collègues, on a une impression de déjà-vu, là. Est-ce que c'est une façon de se rabattre, de dire, bien, je ne donne pas la portion autoroutière, mais je ne brise pas la promesse? Je n'abandonne pas le projet de troisième lien. Il y en a quand même un qui est un tunnel de transport collectif. Alors, pourquoi pas arracher le plaster complètement à ce moment-là? C'est ça qu'on se demande. Dernier tour. Et là, juste dans la phrase, là, les gros projets qui lui tiennent à cœur. Ici, on est devant un gros projet qui peut-être ne lui tient pas à cœur.
Et rajoutons à ça l'incertitude, le 40 garanti par le fédéral, oui, peut-être sous Justin Trudeau, mais pas sous Pierre Poilievre, et on est un peu dans l'improvisation. Oui, parce que Pierre Poilievre, rappelons-le, a dit « Moi, je ne donnerai pas un sou si je deviens premier ministre pour un tunnel où il n'y aurait pas d'auto. » Donc là, c'est un peu... ça devient surréaliste. Michel, vous avez écrit une chronique ce matin en parlant de moutons, en parlant du caucus, qui allait revenir à de meilleurs sentiments parce qu'ils ont des jobs ou des ministres, etc. N'empêche, est-ce que ça ne laisse pas, croyez-vous, pour un bon bout de temps, une crise, ou en tout cas un nouveau sujet à gérer pour le bureau du premier ministre? Oui, pendant un bout de temps, mais je pense que ça va rentrer dans l'ordre au sein du caucus. Les gens, surtout de la Rive-Sud de Québec, vont mettre du temps à le digérer. Mais vous savez, la politique, une mauvaise nouvelle chasse l'autre. Alors, il va y avoir, dans un avenir proche, je ne sais pas ce que ça va être, ça peut être une crise en santé, ça peut être... Il va y avoir d'autres sujets de préoccupation là, sur lesquels les députés vont être appelés à se concentrer. Alors, si ceux qui avaient à partir ne sont pas partis, ils ne partiront pas. Alors, dans mon esprit, moi, sur le plan de l'autorité de M. Legault sur son caucus, la question est réglée. Oui, et vous... Mais ça va laisser une trace. Moi, je pense quand même que ça va laisser une trace. Parce que c'est la première crise interne que François Legault a à gérer depuis qu'il est au pouvoir. C'est la première fois qu'il y a des députés qui ont été blessés, là. Qui ont été blessés parce qu'il a manqué de communication avec eux. Puis en même temps, ça lance un message aux autres députés des autres régions pour d'autres dossiers qui les concernent davantage, que ça se peut que ça leur arrive éventuellement qu'une décision soit prise sans qu'ils soient consultés. Là. Mais Véronique a raison, mais je pense qu'il y en a peut-être qui vont décider de ne pas se représenter. Mais de là à partir en cours de mandat, d'autant plus que maintenant, quand on part avant la fin du mandat, on n'a pas droit à une indemnité de départ. C'est assez, disons, dissuadant. Je ne pense pas qu'on va en avoir. Oui, et pour partir en voyage ou en politique, il faut encore avoir un ailleurs. Et dans ce cas-ci, il n'y en a pas d'ailleurs de l'autre côté de l'Assemblée nationale. Et pas tout le monde a un grand ailleurs à l'extérieur de l'Assemblée nationale non plus. Très bien. Nous, on va aller ailleurs et on va parler du frère de M. Trudeau, Alexandre Trudeau, qui s'occupe de la Fondation. Lui, il s'en occupe là, activement. Je vous donne 2 citations rapidement dans une entrevue au Devoir. La Fondation, dit-il, n'a rien fait de mal. Il n'y a aucune tentative, encore moins d'ingérence étrangère. Les donateurs n'avaient pas de mauvaises intentions. Il parle de cette entreprise chinoise. Je veux témoigner, ajoute-t-il, devant le comité qui s'en occupe. Je suis prêt à dire tout ce que je sais sur la Fondation. Et ça presse, ajoute-t-il. Ça tombe bien parce que les conservateurs veulent l'entendre. Chantal Hébert, est-ce que Alexandre Trudeau va venir sauver la Fondation Trudeau? Oh, ça va prendre plus que ça pour sauver la Fondation Trudeau. La vraie question, c'est est-ce que Alexandre Trudeau va venir sauver son frère? Et je pense que c'est plutôt le contraire. J'ai comme l'impression, moi, qu'au bureau du premier ministre, en voyant tout ça, on s'est dit « Oh non! Écoutez, les libéraux venaient de convenir avec les néo-démocrates, entre autres, au comité, qu'on allait faire venir des témoins, mais qu'on excluait les membres de la famille Trudeau ou des élus. » Et puis là, tout à coup, de nulle part, le frère du premier ministre, pour ramener tout ça dans le giron familial, donc au niveau politique, dit « Ah non, 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 moi j'ai beaucoup de choses à dire. » Je suis convaincu que M. Trudeau, s'il veut se faire entendre, va se faire entendre. On ne peut pas refuser, selon moi, au comité, mais d'autre part, que ce sera pour le gouvernement la dernière chose qu'on souhaitait. Michel. Oui, très certainement. Je ne sais pas quelle question on va poser à M. Trudeau, frère. Il va certainement dire, bon, non, mon frère, on ne se parle pas de ça, puis il n'était pas au courant. Mais on va lui dire, écoutez, là, M. Zhang, là, si ma mémoire est bonne, le milliardaire, étiez-vous au courant que ce gars-là était ni plus ni moins qu'un adjoint du régime communiste? Non? Ah bon, ben vous n'êtes pas curieux. D'une manière ou d'une autre, il va s'enferrer. Là. Je ne vois pas comment il peut sortir quelque chose de positif pour l'image de la Fondation et de M. Trudeau, des deux Trudeau. Et si on veut poursuivre sur d'autres sujets d'administration, je voyais aujourd'hui une chronique dans la presse qui
qui nous apprenait qu'au plan de la gestion, c'est pas un modèle. Là, écoutez, il y a plus de 40 je pense, des revenus qui sont affectés à la rémunération des dirigeants. Là. C'est à peu près... il n'y a pas d'équivalence dans les fondations du même niveau. Alors, Francis Veil dans la presse. Voilà, exactement. Il n'y a rien de bon qui peut sortir, je pense, pour le gouvernement de cette histoire-là. Véronique. Mais je me demande aussi qu'est-ce que le témoignage peut apporter dans la réalité parce que l'image est déjà entachée de la Fondation. Peu importe ce qu'il va dire, est-ce que ça va renverser la mauvaise presse? Il part avec un déficit de crédibilité à cause de ça. Alors, même si son témoignage est excellent, qu'il fait plein de révélations, est-ce que ça va suffire à renverser l'image qui s'est créée autour de cette fondation-là à cause de son nom et à cause de tout ça? Donc, j'ai des doutes. Je me demande ce que ça peut apporter. Bien, en fait, ça va confirmer l'impression que c'est une fiducie familiale, qui est l'impression que les conservateurs veulent donner. C'est peut-être pas ça, mais ça va exactement dans le sens du message des conservateurs. En tout cas, M. Poilievre était content de voir qu'il voulait parler. Et quand il dit qu'il n'y a aucune tentative, encore moins d'ingérence étrangère, autant les services canadiens ne peuvent pas être sûrs de ça, on l'a déjà établi, autant lui ne peut pas être sûr. Comment il peut le savoir, ça? T'sais, le président Xi ne lui a pas dit « Non, non, t'inquiète pas ». Enfin, bref, combien il nous reste de temps? Ah, bien, c'est terminé. Véronique, Michel, Chantal, bonne soirée. On se reparle de tout ça et de d'autres sujets plus tard. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.